Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Sonoscanner. Alors vous avez été nombreux à nous demander d'aborder le sujet de l'échographie ostéo-articulaire. Nous vous avons écouté et nous avons mis en place ce cycle de webinaires dédié à l'échographie ostéo-articulaire en médecine générale. Et au-delà, nous avons fait sur tout ce mois de juin pour vous un cycle de webinaires pour la médecine générale qui va se dérouler en quatre temps, dont voici la première étape. Alors pour ce faire, j'ai le très grand plaisir d'accueillir le docteur Damien Tourdias, qui est praticien hospitalier, médecin du sport, médecin urgentiste, qui est un très grand spécialiste de l'échographie ostéo-articulaire et qui a aussi une activité en tant que médecin d'un prestigieux club de rugby. Peut-être qu'il nous en dira deux mots tout à l'heure. Donc bienvenue Dr Tourdias, nous sommes ravis de vous accueillir pour ces formations. Bienvenue dans la famille Sonoscanner. Nous allons passer une heure ensemble en alternant théorie, échange de bonnes pratiques, partage d'images cliniques. Alors vous connaissez bien les webinaires Sonoscanner maintenant, puisque vous êtes déjà plus de 8300 médecins à avoir assisté à nos formations. Nous vous en remercions. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant la plateforme consacrée et nous ferons le maximum pour y répondre au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire deux mots sur qui est Sonoscanner, qui nous sommes, les produits que nous proposons et je tenais ce soir à vous faire part d'une opération spéciale que nous lançons et qui, je suis sûr, pourra en intéresser beaucoup d'entre vous. Alors ce qui est intéressant chez Sonoscanner, c'est que nous sommes à la fois concepteurs mais aussi fabricants des échographes que nous proposons. Et ce qu'il y a de particulier et qui est particulièrement important dans les temps troublés que nous connaissons, c'est que nous sommes un fabricant français. C'est-à-dire que l'ensemble de nos échographes ont été conçus par des ingénieurs français, en lien avec les médecins spécialistes français, qui répondent à leurs attentes, à leurs contraintes spécifiques. Et tous ces appareils sont fabriqués en France, dans nos usines. Aujourd'hui, Sonoscanner propose 3 types d'échographes pour couvrir l'ensemble des besoins que vous pouvez rencontrer. Tout d'abord, les échographes ultra portables, qui sont particulièrement appréciés lorsque vous avez un usage mixte, en cabinet et à l'extérieur, en visite, à domicile, en EHPAD, dans des services d'urgence. Il y a un besoin de mobilité, l'échographe Ulight T-Lite est fait pour vous. Si vous avez une utilisation, je dirais à 80% en cabinet, la solution qui est plébiscitée du médecin français, l'échographe Orcheolite, qui allie un grand écran de 15 pouces, des sondes de haute définition et un rapport intégré qui vous permet, une fois que vous posez la sonde, d'avoir votre rapport et de pouvoir coter votre acte échographique. Enfin, pour les usagers les plus exigeants, qui font 15-20 échographies par jour, le choix se porte le plus souvent sur l'échographe OrcheoXQ, qui est un échographe stationnaire de dernière génération, avec un écran de 21 pouces, un écran tactile de 12 pouces et 4 sondes actives de front. Les principales caractéristiques de ces échographes sont des faisceaux d'ondes complètement numériques, l'ensemble des modes qui est disponible en standard sur nos appareils, y compris le Doppler pulsé et le Doppler tissulaire, des sondes jusqu'à 256 éléments, donc on a vraiment des résolutions de l'ordre de 0,2 mm sur nos sondes, c'est extrêmement important pour l'échographie musculo-squelettique. Les modes d'imagerie avancée, de compound imaging, d'imagerie harmonique sont intégrés de base dans le système et vous disposez d'une sortie HDMI, d'une prise USB et d'une exportation Wi-Fi possible. Alors un point extrêmement important et je pense que vous étiez nombreux à attendre, je vous invite à noter ce code FRMSK06 qui est un code spécial de réduction que nous avons mis en place pour ce mois de juin à l'occasion des French Days Sonoscanner et qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur les sondes haute fréquence utilisées en imagerie musculo-squelettique. Donc voilà, profitez-en, profitez des French Days pour avoir des solutions de financement pour vos machines très intéressantes et en complément une réduction sur votre sonde très haute fréquence. Donc voilà pour la présentation Sonoscanner, merci de votre attention.
N'hésitez pas à aller sur notre site pour profiter de cette offre French Days avec le coupon spécial MSK qui est valable pendant tout le mois de juin. Madame Berdychevski, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des médecins, est à votre disposition pour étudier votre projet, vous accompagner. Voilà son numéro, voilà son mail. Moi-même, Étienne Richard, je suis à votre disposition pour toute question que vous pouvez avoir, ainsi que l'ensemble de l'équipe Sonoscanner, qui se fait un plaisir de vous accompagner dans votre projet échographique. Je laisse la parole au docteur Tourdias. Merci à tous. On se retrouve en fin de webinaire. À tout à l'heure. La première description de l'aspect échographique des articulations et du tissu périarticulaire date de 1950, mais vraiment durant ces 20 dernières années, l'échographie ostéo-articulaire a connu une évolution majeure, en particulier grâce au développement des sondes à haute fréquence. C'est vraiment ça qui a permis l'évaluation des structures très superficielles comme les tendons. Et après, c'est vrai que son coût raisonnable, son accessibilité, l'absence d'irradiation, c'est autant d'avantages qui contribuent au rôle majeur que l'échographie occupe aujourd'hui dans la prise en charge des pathologies musculo-squelettiques. Donc, dans la pathologie musculo-squelettique comme dans les autres domaines, le champ d'application de l'échographie est triple. À la fois, c'est le dépistage en individualisant des signes indirects de lésions souvent graves, hein, même si la lésion n'est pas vue. Le diagnostic en cas de visualisation de signes directs de la lésion, et puis le guidage des gestes techniques, que ce soit à visée diagnostique ou thérapeutique. Donc l'intérêt de l'échographie, c'est que le patient peut être vraiment acteur de sa pathologie et il peut vous poser la sonde vraiment là où il a sa douleur, et on peut visualiser ensemble s'il y a une anomalie ou pas, et le résultat est immédiat, et en plus il peut être répété, il y a une évolution possible dans le temps très très facilement. Le caractère dynamique de l'échographie a conduit au développement de gestes éco-guidés, ce qui a vraiment modifié la prise en charge thérapeutique. Et cette spécificité dynamique de l'échographie est vraiment un avantage très très important qu'on utilise fréquemment en échographie musculo-squelettique. Donc là, par exemple, c'est un tendon fléchisseur au niveau d'une métacarpophalangienne, et on va bien pouvoir visualiser que ce tendon coulisse en faisant faire des petites flexions-extensions du doigt, et on voit que ce tendon coulisse vraiment tout à fait normalement et qu'il est intègre. L'échographie musculo-squelettique nécessite des connaissances anatomiques, hein, bien entendu. On doit connaître les structures que l'on recherche, mais aussi on doit connaître la pathologie traumatique locale. Bien entendu, on doit connaître aussi la machine avec laquelle on travaille, et cette machine doit bien sûr être de qualité si on veut pouvoir étudier l'appareil locomoteur avec une grande spécificité. L'intérêt de l'échographie, c'est vraiment que c'est le prolongement de l'examen clinique, et pour le médecin généraliste, l'intérêt de chercher des signes de gravité faisant évoquer soit une entorse grave, soit une fracture, et ça permet une réponse adaptée et instantanée à une question, même si on n'a pas l'avis spécialisé dans la minute. L'avantage de l'échographie dans l'appareil musculo-squelettique, c'est qu'une structure pathologique est souvent bien mieux visible qu'une structure indemne de lésion, et que l'on peut en plus comparer aisément avec le côté sain, ce qu'on ne peut pas faire quand on fait un scanner ou une IRM, hein, alors que là, vraiment, sur l'échographie, on peut vraiment comparer avec le côté sain. Donc, cette image que j'ai empruntée à un de nos mentors en échographie ostéo-articulaire, hein, Jean-Louis Brasseur, nous montre bien que l'échographie permet le complément idéal des radiographies standards, chaque technique montrant ce que l'autre ne voit pas.
Donc, l'échographie, c'est des ultrasons qui sont envoyés par la sonde et en fonction des structures rencontrées qui vont se réfléchir avec un signal qui est récupéré, hein, tout comme les sonars. Donc, la qualité du matériel utilisé est donc particulièrement importante dans la réalisation d'un bon examen échographique. Il faudra bien choisir sa sonde. C'est pour ça que pour l'appareil musculo-squelettique, les sondes à utiliser sont des sondes linéaires à haute fréquence, alors de 10 à 18 MHz, qui permettent d'examiner avec une haute résolution ces structures qui sont très superficielles. Donc, depuis peu, se sont développées des sondes dites club de golf, là, comme celle de droite, à faible empreinte, ce qui permet de s'affranchir des reliefs osseux, ce qui facilite l'examen échographique et éventuellement l'éco-guidage lors de gestes techniques, notamment au niveau des doigts ou des chevilles. Bien entendu, il faut connaître son appareil et il y a trois réglages à connaître. La profondeur, hein, qui est directement liée bien sûr au type de sonde, mais qui peut être modifiée au cours de l'examen par un bouton sur l'appareil à échographie. La focale qui cible l'étude, notre zone d'étude, et puis le gain qui est la lumière en fait, de l'image. En échographie, la corticale osseuse apparaît donc comme hyper échogène, hein, et ne laisse pas passer les ultrasons, alors que le ligament normal est une structure fibrillaire, hein, et elle aussi hyper échogène avec des artefacts d'anisotropie. On va voir ça. Le tendon normal, lui aussi, est hyper échogène et fibrillaire avec une écostructure harmonieuse normalement. Donc, l'artefact d'anisotropie, c'est un artefact très important en pathologie musculo-squelettique car c'est les ligaments et les tendons qui sont particulièrement sujets à cet artefact. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout juste que l'échogénécité dépend de l'orientation du faisceau. Si le faisceau d'ultrasons est perpendiculaire à la structure étudiée, on va avoir une échogénécité maximale. Et si on oblique un petit peu la sonde, on va avoir une diminution de l'échogénécité et une hypoéchogénécité. Alors, on peut se servir parfois de cet artefact d'anisotropie. Donc là, on est sur une coupe transversale au niveau de la face intérieure de l'humérus et on devine le tendon du long biceps. Hein, mais si on oriente un petit peu la sonde en faisant des inclinaisons, des petites inclinaisons, voilà, on va voir que ce tendon du long biceps au milieu là va s'allumer et s'éteindre comme un clignotant, et ce qui va permettre de visualiser encore mieux cette structure. Donc, cet artefact d'anisotropie peut nous aider dans l'échographie ostéo-articulaire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. À quoi va nous servir l'échographie au cabinet? Déjà, à dépister un épanchement intra-articulaire. Pourquoi l'échographie dans le dépistage de l'épanchement intra-articulaire? Eh bien, parce qu'il y a une bien meilleure sensibilité que l'examen clinique, notamment pour les épanchements de faible abondance et surtout pour les articulations comme la cheville notamment et éventuellement le coude. Et puis, ça permet d'éviter les ponctions blanches pour voir s'il y a un épanchement. Avant, parfois, on mettait une aiguille. Là, quand même, ça nous permet de savoir, avant de mettre l'aiguille, s'il y a du liquide ou pas à ponctionner. Dans une étude récente, là, pour savoir comment les urgentistes utilisaient l'échographie concernant l'appareil locomoteur, eh bien, c'était la recherche d'un épanchement intra-articulaire qui arrivait comme la première étiologie. Donc, pour le genou, la coupe à connaître est simple. Hein, il suffit de positionner la sonde juste au-dessus de la rotule, dans l'axe du fémur. Et on a donc une coupe longitudinale suprapatellaire. Hein, donc, on voit bien la patella, le tendon quadricipital, le fémur en dessous. Et en cas d'épanchement, on va avoir une image anéchogène entre ce tendon quadricipital et le fémur.
Donc là, c'est sur une vision panoramique. Donc on devine très bien donc, la patella qui se situe à droite, le tendon quadricipital et la bourse suprapatellaire qui est distendue par un épanchement anéchogène. Et si on fait une compression sur la sonde, cet épanchement va se comprimer et ça va donc signer le caractère liquidien de cet épanchement dans la bourse suprapatellaire. Voilà. Donc, c'est assez simple et donc, on peut s'aider de l'échographie pour réaliser une ponction articulaire dans le genou. Alors, avant que je réalise ces ponctions sous échographie, souvent, je me demandais pourquoi j'avais du mal. Eh bien, tout simplement parce que l'aiguille, vous voyez, peut arriver au niveau du petit astérix jaune qui est en fait de la graisse péri-articulaire. Et donc, c'est pour ça que parfois les gens ont mal quand on va leur faire une ponction à l'aveugle. Hein, c'est qu'on vient toucher cette graisse intra-articulaire et donc c'est douloureux. Donc, il vaut quand même mieux savoir où on met l'aiguille et c'est très simple avec un bon appareil à échographie de réaliser ce geste en toute sécurité. Donc, voici un gros genou post-traumatique. Donc, c'est une dame qui a une potence fonctionnelle douloureuse de son genou gauche suite à un traumatisme direct de la face antérieure et on a une tuméfaction fluctuante du genou. Donc, la question est simple, existe-t-il un épanchement intra-articulaire? Donc, on va positionner la sonde, comme je vous ai dit, au niveau en position suprapatellaire. Et donc là, on va voir qu'entre la patella et le fémur, il n'y a aucun épanchement intra-articulaire. En revanche, l'épanchement, il est sous-cutané. C'est un épanchement de la bourse prépatellaire. Donc, c'est un hygroma, une bursite prépatellaire. Donc, ça nous permet de faire le diagnostic différentiel entre l'épanchement intra-articulaire et l'épanchement péri-articulaire, et ce qui permet, encore une fois, de mettre l'aiguille au bon endroit. Parfois, cet épanchement intra-articulaire est difficile à visualiser. On va alors réaliser une échographie dynamique. C'est vraiment le point fort de l'échographie, c'est qu'on peut réaliser une analyse dynamique. Et donc, on va demander au patient de contracter son quadriceps, ce qui va avoir pour effet de mettre en tension la capsule articulaire et de faire remonter ce liquide au niveau de la bourse suprapatellaire. Comme dans l'exemple ci-dessous, on va voir que voilà apparaît l'épanchement intra-articulaire qui n'était pas visible initialement. Donc, je vous le remets. Voilà, on va demander au patient de contracter son quadriceps. Et là, on voit très bien l'apparition d'un épanchement intra-articulaire qui n'était pas visible initialement. Donc là, on reconnaît la graisse préfémorale et le tendon du quadriceps. Concernant le coude, donc la coupe à réaliser est une coupe axiale au niveau de la fosse crânienne postérieure. Alors, c'est très intéressant de réaliser ça, notamment chez les enfants qui ont très souvent des épanchements intra-articulaires, des hémarthroses post-traumatiques avec une fracture qui n'est pas visible. Donc, si la radio ne montre pas de fracture, mais qu'on a un épanchement intra-articulaire dans l'articulation du coude, chez l'enfant, jusqu'à preuve du contraire, c'est une fracture de la palette humérale et chez l'adulte, c'est une fracture de la tête radiale. Donc, sur cette coupe axiale de la fosse crânienne postérieure, on a le fat pad, encore une fois, c'est la graisse articulaire. Et en cas d'épanchement intra-articulaire, cette graisse va être refoulée par un épanchement anéchogène qui va venir donc refouler ce fameux fat pad et signer la présence d'une lésion sous-jacente. Concernant la cheville, là aussi c'est très simple, il suffit de positionner la sonde dans l'axe au niveau de l'articulation tibiotalienne. On va réaliser une coupe longitudinale médiane. On va demander au patient de positionner son pied à plat sur la table avec le genou fléchi à 45 degrés et on va se positionner au niveau de la face antérieure de l'articulation tibiotalienne. Et là encore, on va rechercher une surélévation du fat pad par une formation anéchogène, éventuellement compressible sous la sonde.
Donc, voici ce qu'on voit. Côté sein, le récessus articulaire est vide, là, entre le tibia et le talus. On a l'artère tibiale antérieure en avant. Et du côté pathologique, on voit très bien que ce FATPAD a été refoulé par un épanchement anéchogène. Donc voilà, rien de plus simple quand on peut comparer les deux images. La petite image anéchogène que vous voyez au-dessus du talus, dans l'image de gauche, ce n'est pas un épanchement, mais c'est le cartilage talien. Il ne faut pas se faire avoir, mais une fois qu'on le sait, on arrive à faire la différence entre le cartilage et la présence d'un épanchement intra-articulaire talocrural. Alors, pourquoi c'est important de savoir qu'il y a un épanchement intra-articulaire dans la cheville? Parce qu'on a démontré que lorsqu'on avait un épanchement intra-articulaire, ça signait la présence d'une lésion grave, avec une rupture ligamentaire dans près de 100% des cas, voire une lésion ostéochondrale ou une contusion osseuse dans 35% des cas. Donc, vous voyez que c'est très utile pour le tri primaire. Concernant la hanche, donc, il s'agit de positionner la sonde dans l'axe du col fémoral et l'épanchement est considéré comme présent s'il existe une distance entre le relief de la corticale et le col fémoral, capsule articulaire supérieure à 8 mm ou une différence de plus de 2 mm avec le côté présumé sain. Donc, ce signe, c'est extrêmement sensible pour le dépistage intra-articulaire au niveau de la hanche, même de faible volume. C'est notamment intéressant chez les enfants pour les synovites aigus transitoires, voilà, où on a ce petit épanchement intra-articulaire qui signe la synovite et dont on peut suivre l'évolution. Deuxième intérêt de l'échographie, c'est le dépistage des épanchements, mais des tissus mous. Donc là, petit cas clinique, c'est un patient qui a réalisé un rallye moto qui est tombé donc sur le côté, sur le flanc gauche, suite à une chute donc lors de ce rallye. Et lorsqu'il est pris en charge au bivouac, il lui parle d'une contusion musculaire. Donc, le patient continue son rallye, mais très gêné par sa fesse et il reçoit une tuméfaction. Effectivement, à l'examen clinique, il y a une tuméfaction fluctuante en regard de sa fesse gauche. Donc, on réalise une échographie située au niveau de cette tuméfaction et on retrouve une masse anéchogène, strictement sous-cutanée, extramusculaire, extra-aponévrotique avec un renforcement postérieur. Et on va comprimer cette masse, et cette masse va donc être compressible sous la sonde, ce qui signe une collection liquidienne que l'on peut venir ponctionner. Et donc, dans ce contexte, il s'agit donc d'un épanchement de Morel-Lavallée. C'est rare, mais c'est vraiment pas exceptionnel, notamment lors de ces traumatismes tangentiels où il y a une chute avec une glissade là sur le côté, sur des tissus richement vascularisés. Donc, il y a un décollement des tissus sous-cutanés et il faut venir drainer cet épanchement. Alors, souvent à l'aiguille si il n'est pas trop important, sinon c'est un drainage chirurgical. Donc ici, j'ai mis une aiguille pour drainer cet épanchement et en direct, donc ça c'est l'aiguille, et on visualise la disparition totale de cet épanchement sous-cutané. Donc le patient est content, il a à la fois le diagnostic et en plus ce traitement dans le même temps. L'échographie, c'est aussi très utile pour dépister les fractures. Donc, dans l'inconscient, on a l'impression qu'il n'y a que la radiographie qui peut nous donner des informations concernant les fractures. Il n'en est rien. L'échographie est très performante pour dépister les fractures, car la plupart des os sont des structures très superficielles et donc facilement accessibles à l'échographie. Alors, bien entendu, la radio est toujours nécessaire, mais l'échographie peut être un outil diagnostique complémentaire ou de première intention qui peut nous aider. Pourquoi c'est utile? C'est utile parce que ça évite les rayons X, notamment en pédiatrie, ça se développe de plus en plus, et ça permet notamment en SMUR
de savoir en préhospitalier ou au domicile du patient lorsqu'on est médecin généraliste, de savoir s'il y a une fracture évidente ou pas. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne dispense pas de réaliser des radiographies standards, mais c'est un outil qui est quand même très intéressant. Donc, les fractures en échographie peuvent prendre plusieurs images, voilà, sous forme de plusieurs images. Donc, le but est de réaliser une coupe longitudinale dans l'axe de la diaphyse, hein, puis de réaliser une coupe axiale. Et là, on verra que la corticale osseuse, qui normalement est hyperéchogène, lisse, régulière et qui interrompt le faisceau ultrasonore, eh bien, en cas de fracture, elle va être irrégulière ou alors il va y avoir une interruption de la corticale. Et ce qui est aussi très joli, c'est que souvent on voit un hématome sous périostée avec donc une cheminée acoustique, hein, c'est-à-dire que les ultrasons vont pouvoir passer, il y aura un cône d'ombre postérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on aura une douleur exquise à la palpation échoscopique, hein, et le patient on va pouvoir lui demander est-ce que c'est de là que vous avez mal? Oui, c'est là que j'ai mal. Voilà, les différentes images possibles. Et alors chez l'enfant, on regarde la FISE, hein, on voit souvent des petites avulsions osseuses qui signent la fracture et qui souvent n'est pas visible en radiographie. Donc c'est vraiment un examen complémentaire très très important, notamment en traumatologie pédiatrique. Donc là, c'est l'exemple d'un jeune footballeur, il a 14 ans, il a eu 2 semaines auparavant un traumatisme mal défini de sa cheville et il est allé aux urgences. Il a eu un bilan radiologique et devant l'absence de fracture sur ce bilan radiologique, on lui a diagnostiqué une entorse et il a bénéficié de la pose d'une attelle de type Aircast. Moi, je le vois en consultation post-urgence, il y a l'examen clinique. Je trouve qu'il est très douloureux au niveau de sa malléole médiale, et ce, malgré l'attelle type Aircast qu'il porte, et il reste avec une boiterie marquée. Donc, je réalise une échographie, je réalise une coupe longitudinale au niveau de la malléole tibiale douloureuse. Donc, vous reconnaissez la métaphyse, la physe, l'épiphyse, et au niveau de cette épiphyse qui est la zone douloureuse, il y a une interruption de la corticale, hein, qui signe la fracture non déplacée de la malléole médiale qui n'était pas visible sur les clichés radiographiques. Et donc, pour s'en convaincre, si besoin, on réalise la même coupe côté contralatéral, hein, et on peut bien montrer à la maman et à l'adolescent qu'il existe une fracture qui doit donc être traitée comme telle et non pas avec une orthèse de type Aircast. Autre exemple, ça c'est une jeune skateuse, 10 ans, elle chute avec un traumatisme en hyperextension du poignet et elle est vue en consultation à J2. Elle n'a pas eu de radiographie et à l'examen clinique, on retrouve une douleur exquise au niveau de la métaphyse radiale. Donc ça, c'est le côté sain où on voit la diaphyse radiale, la métaphyse, la physe, puis l'épiphyse. Et du côté pathologique, eh bien, on voit très bien qu'il existe une fracture non déplacée, métaphyso-diaphysaire, hein, qui va nécessiter un bilan radiologique, mais qui ici n'apportera rien de plus. Et la patiente peut déjà repartir du cabinet avec le plâtre qui est réalisé. Donc, il y a de plus en plus de littérature là, au sujet de l'intérêt de l'échographie dans la pathologie pédiatrique. Et on se rend compte vraiment que je pense que ça va devenir vraiment incontournable dans les prochaines années, l'utilisation de l'échographie dans notamment les fractures du poignet. Hein. Il y a un des articles qui nous disent que il faut un entraînement très minime pour être performant dans le diagnostic de fracture avec l'aide des ultrasons.
Autre intérêt de l'échographie au cabinet ou dans les services d'urgence, c'est la recherche d'une lésion ligamentaire grave de la métacarpophalangienne du pouce. Hein. Donc, vous savez que la métacarpophalangienne du pouce, le pivot central de cette articulation, c'est le ligament collatéral ulnaire de cette métacarpophalangienne. Donc, il y a deux faisceaux. Un faisceau principal qui est tendu entre le métacarpe et la base de P1, et un faisceau accessoire qui est tendu du métacarpe à l'os sésamoïde. Le faisceau principal va être tendu lors de la flexion de la métacarpophalangienne et le faisceau accessoire lors de l'extension de la métacarpophalangienne. Et ensuite, il y a un rapport étroit entre l'expansion aponévrotique de l'adducteur du pouce, là en rose, avec le tendon extenseur du pouce, hein, ou la dossière, on appelle ça la dossière aussi de l'adducteur du pouce, qui a donc un rapport très étroit avec le tendon extenseur et qu'on va pouvoir mobiliser lors de la flexion-extension du pouce. Lorsque ce ligament collatéral ulnaire est rompu, il y a ce qu'on appelle un effet Stener, c'est-à-dire que cette dossière de l'adducteur va s'interposer entre les deux moignons ligamentaires et va empêcher la cicatrisation normale du ligament collatéral ulnaire. Et ça va complètement déstabiliser cette articulation, être à l'origine d'une laxité chronique et faire le lit plus tard d'une arthrose. Cette rupture ligamentaire avec cet effet Stener, hein, donc Stener, c'est le médecin qui a mis en évidence cette lésion, donc on appelle ça un effet Stener. Cet effet Stener est synonyme de chirurgie. Alors le mieux, c'est dans les 5-10 premiers jours, hein, avant qu'il y ait une rétraction ligamentaire trop importante, car il n'y aura pas possibilité de cicatrisation physiologique. Donc, avant l'échographie, voilà comment je faisais pour diagnostiquer une entorse grave du pouce. Donc, on testait d'abord le côté sain, les deux faisceaux. Voilà, donc là, il y a un arrêt dur. Et du côté pathologique, on retrouve un arrêt mou, hein, avec une hyperlaxité. Voilà, donc c'est un peu barbare, hein, ça faisait quand même mal aux patients, mais voilà comment je faisais avant l'échographie. Donc maintenant qu'il y a l'échographie, on va aller étudier ce ligament collatéral ulnaire et son rapport avec la dossière de l'adducteur qui coulisse au-dessus du LCU. Donc le LCU, c'est le petit astérix, et la dossière de l'adducteur, c'est la structure fibrillaire que l'on voit qui parcourt toute la face superficielle du ligament collatéral ulnaire. Et l'équipe de Lyon nous a montré qu'en réalisant de petits mouvements de flexion-extension du pouce, on va mettre en tension cette dossière de l'adducteur, hein, ce qui va permettre de beaucoup plus facilement visualiser cette dossière et l'effet Stener. Donc, voici un effet Stener. Hop, pardon. Vous voyez le moignon ligamentaire qui est cette masse ovalaire hypoéchogène là à gauche, et la structure fibrillaire qui est la dossière de l'adducteur qui vient s'interposer dans ce ligament collatéral ulnaire qui est rétracté, et s'il s'agit donc d'un effet Stener qui nécessite une chirurgie par un chirurgien dans les meilleurs délais. On a parfois donc des entorses sans effet Stener, hein, donc là, je trouve l'image jolie parce que l'effet Doppler montrait bien qu'il n'y avait pas de rupture ligamentaire. On voit bien l'ensemble du tendon sous la dossière de l'adducteur, avec cette hyperéchogénicité cet effet Doppler, pardon, qui moule l'ensemble du ligament. Donc là, il n'y a pas d'effet Stener. Sur cette autre image, pas d'effet Stener, mais une petite avulsion osseuse. Vous voyez, on regarde la base de P1, mais sans effet Stener, donc éventuellement accessible à un traitement orthopédique.
Donc, vous voyez que très facilement, hein, pour la prise en charge de la pathologie du pouce, l'échographie est vraiment discriminante et permet de nous aider vers une orientation chirurgicale ou non. Concernant la cheville, il y a une lésion ligamentaire grave à côté de laquelle il ne faut pas passer, hein. Toutes les entorses de cheville ne sont pas des entorses bénignes. Il y a une entorse grave, c'est l'entorse de la syndesmose tibiofibulaire. Donc, la syndesmose tibiofibulaire, c'est une articulation très importante au niveau de la cheville qui assure la stabilité de la mortaise talocrurale. Et le patient va se présenter avec un tableau d'entorse latérale, mais avec une douleur un petit peu plus haute. Et puis le mécanisme lésionnel, ce sera plus souvent une éversion ou une flexion dorsale euh, trop importante. Si l'entorse latérale qu'on a l'habitude de voir, c'est un traitement fonctionnel, l'entorse de la syndesmose tibiofibulaire, c'est un traitement orthopédique, hein, car si ce, ce ligament ne cicatrise pas bien, ça va faire le lit de douleur et d'instabilité chronique. Et pour qu'il cicatrise bien, il ne faut pas qu'il y ait de flexion-extension, sinon il est mis sous tension. Et donc, il faut une botte ou un plâtre pendant 2, 3, 4 semaines en fonction du type de lésion. Donc, le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, il est là. Il est très facilement accessible à l'échographie. Et le ligament talofibulaire antérieur, qui est le ligament de l'entorse classique, il est là. Donc, effectivement, vous voyez qu'il n'y a pas. C'est très proche, hein, c'est deux structures très proches, mais avec des pronostics et des traitements complètement différents. Et ça, c'est vraiment l'échographie qui va nous permettre de faire la différence entre ces deux types de lésions. Donc, où est-ce qu'on met la sonde? Eh bien, on met la sonde dans l'axe du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Voilà, on la met ici, on fait une coupe axiale, oblique, et la sonde va regarder dans l'axe de ce ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Et donc la syndesmose tibiofibulaire est composée à la fois d'un ligament tibiofibulaire antéro-inférieur et d'un ligament tibiofibulaire postéro-inférieur, mais comme la lésion se fait comme une ouverture de livre, c'est-à-dire que c'est d'abord le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur qui est lésé, puis le ligament tibiofibulaire postérieur. Il s'agit dans un premier temps d'étudier ce ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Donc voilà deux clichés comparatifs. Moi, je fais toujours la cheville saine et la cheville pathologique. Sur un ligament tibiofibulaire antéro-inférieur normal, on voit qu'il est fin, hyperéchogène, continu, fibrillaire, étendu entre la fibula et le tibia. Et de l'autre côté, on voit que ce ligament pathologique est épais, distendu, plutôt hypoéchogène, avec une solution de continuité, une perte de la sphère fibrillaire. Et si on met du Doppler énergie, il y aura une hyperémie en mode Doppler énergie. Donc vraiment, ce ligament est très simple à retrouver, beaucoup plus simple que le ligament talofibulaire antérieur, qui est le ligament classique de l'entorse. Donc l'échographie, très importante pour distinguer cette lésion grave de la cheville. Autre apport de l'échographie pour la recherche de lésions tendineuses graves, pour l'épaule. Alors l'épaule, hein, vous connaissez tous la coiffe des rotateurs. Donc l'échographie d'épaule, c'est un examen qui est effectivement compliqué, avec la pathologie d'épaule qui est aussi une pathologie complexe. L'examen clinique de l'épaule est aussi pas simple. Il y a de nombreux tendons, il y a de multiples coupes à connaître quand on fait de l'échographie d'épaule. On sait tous que l'expérience de l'opérateur pour l'échographie d'épaule est importante. Néanmoins, il y a une coupe à connaître qui est intéressante pour savoir s'il y a une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs qui est vraiment la véritable urgence. Donc, on place la sonde au niveau axial, on regarde la partie moyenne du tendon du lombiceps, et le signe indirect qui va nous permettre de savoir s'il y a une rupture transfixiante de coiffe, c'est ce qu'on appelle le signe du double épanchement, c'est-à-dire un épanchement à la fois dans la gaine du lombiceps et un épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Lorsqu'on a cette image de double épanchement dans un contexte traumatique aigu, avec éventuellement un examen clinique évocateur,
c'est vraiment très, très, très significatif pour la présence d'une rupture transfixiante de coiffe des rotateurs. Donc, vous voyez, ce n'est pas une coupe très compliquée à réaliser. Et en plus, vous pouvez toujours comparer au côté contralatéral pour vous rassurer si besoin. Dernier élément intéressant de l'échographie ostéo-articulaire, c'est le dépistage des corps étrangers. Donc le corps étranger, ce n'est pas compliqué, il est toujours visible sous la forme d'une image hyper échogène. Et donc ça, c'est sa vision directe, hein, on va le voir sous la forme d'une image hyper échogène. Et la particularité, c'est que bien sûr, ce corps étranger va arrêter les ultrasons et il y aura donc un cône d'ombre postérieur ou un artefact de réverbération si ce corps étranger est métallique qui va permettre d'encore plus facilement le visualiser. Donc c'est très très utile, hein, l'échographie pour les corps étrangers non radio-opaques, hein, comme le bois ou le plastique. Et une fois que vous avez visualisé votre corps étranger, vous pouvez le marquer au stylo et ainsi ne pas charcuter votre patient pour retirer ce corps étranger, éventuellement faire l'anesthésie locale sous échographie, faire un bouton sous le corps étranger, ce qui permettra de faciliter votre retrait que lorsque l'on fait ça à l'aveugle ou avec un trombone sur une radiographie standard. Encore faut-il que le corps étranger soit radio opaque. Donc en conclusion, j'espère que je vous ai convaincu que l'échographie est vraiment le stéthoscope du troisième millénaire pour le traumatologue ou le médecin généraliste qui se passionne pour la traumatologie ostéo-articulaire. Elle est réalisée pour et par le clinicien et ça permet une approche globale de ce clinicien avec à la fois un abord clinique, un abord bien sûr échographique avec la possibilité de réaliser cet examen complémentaire dans la foulée et éventuellement une prise en charge thérapeutique facilitée. Concernant la pathologie de l'appareil locomoteur, donc l'échographie permet très facilement le dépistage des épanchements intra-articulaires, hein, et lorsque ces épanchements intra-articulaires sont précoces, c'est un facteur de gravité d'une éventuelle lésion sous-jacente. Ça permet donc simplement de rechercher un corps étranger. Ça permet de dépister une fracture, notamment les fractures occultes en pédiatrie. Et ça permet bien entendu de dépister des lésions ligamentaires graves ou tendineuses graves. Et bien entendu, ça permet aussi de guider vos gestes techniques et notamment vos ponctions. Et je pense notamment aux ponctions de genoux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et il nous reste un peu de temps. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on puisse échanger concernant l'échographie et l'appareil locomoteur. Merci beaucoup, docteur. C'était vraiment très clair. Je crois en effet il y a quelques questions que nous allons prendre. Une question du docteur Florian Guevara. Vous pouvez redonner la référence sur le lien entre épanchement intra-articulaire de la cheville et les lésions graves? La référence bibliographique? Hop. Oui, tout à fait. D'accord, alors je vais vous donner ça. C'est une équipe française, c'est une équipe bretonne, Guyodo. Attendez, on va retrouver ça différemment, peut-être ça va être plus simple. Hop. Voilà. Hop. Voilà, c'est dans le journal Ultrason de médecine. C'est l'équipe de Guyodo.
Voilà, c'est une valeur prédictive positive proche de 100% d'une rupture ligamentaire grave, enfin d'une rupture ligamentaire lorsqu'on a un épanchement intra-articulaire précoce. Donc, le patient vient de se faire son entorse de cheville. Si vous n'avez pas d'épanchement intra-articulaire, il y a peu de chances que l'entorse soit grave. Si vous avez un épanchement articulaire, il y a vraiment beaucoup de chances pour que son entorse soit grave. La plupart du temps, quand on a une entorse d'un syndesmose tibiofibulaire, il y a un épanchement intra-articulaire. C'est vraiment un signe très, très simple à rechercher et puis qui nous permet de savoir si derrière il y a une lésion sous-jacente grave ou pas. Et bien entendu, si on a une lésion ostéochondrale, ben vous comprenez aisément qu'on a un épanchement intra-articulaire et parfois on a des petites lésions ostéochondrales non visibles sur les clichés radiologiques pour peu qu'on n'ait pas bien dégagé le dôme du talus en réalisant un cliché en rotation interne de 20 degrés. Voilà, donc toujours important de rechercher cet épanchement intra-articulaire de cheville. Le docteur Jérémy Le Goff demande quelle formation vous conseillez pour pratiquer l'échographie ostéo-articulaire en médecine générale. Alors, voilà, tout dépend. Si on veut vraiment se spécialiser dans l'échographie ostéo-articulaire, je pense qu'il n'y a pas 36 choses à faire. Il faut faire le DU d'échographie donc de Paris, hein, de Jean-Louis Brasseur. Et ce DU d'échographie ostéo-articulaire, il y a vraiment une formation en présentiel qui est très, très riche avec des échanges importants. Et c'est vraiment celle qui permet de se spécialiser dans l'échographie ostéo-articulaire. Maintenant, si on réalise une pratique de médecine générale comme on réalise des échographies abdominales ou des échographies pulmonaires, des formations comme Sonoscanner en organise peuvent être suffisantes pour vraiment voilà, avoir les bases de l'échographie ostéo-articulaire. Hein, mais bien sûr, n'aura pas un avis spécialisé. Et puis Oui, pour avoir un spécialisé, il faut en faire tous les jours, tout le temps, 10, oui, 15 tout le monde n'a pas vocation à savoir autant que le professeur Brasseur, c'est sûr. minutes. Voilà. Oui, Mais bon, vraiment, c'est les principales lésions à connaître et les principales coupes à connaître. Il n'y en a pas 36. Je vous ai quasiment tout montré dans la présentation et sur une formation présentielle d'une journée. Normalement, si vous avez votre échographe ensuite chez vous et que vous pouvez vous entraîner très rapidement, vous allez y arriver. oui. Et d'ailleurs, ça fait penser à la question du docteur Hurtaud qui, je pense, n'a pas encore son échographe pour s'entraîner, mais suite à ce que vous dites, je suis sûr qu'elle va se décider, qui demande euh, si l'échographie permet de voir facilement une lésion de type déchirure musculaire, en particulier au niveau du mollet et du tendon d'Achille, et qui demande aussi si l'échographie permet de repérer une fracture costale ou une déchirure musculaire intercostale. Alors, Alors, c'est deux questions disjointes que je vais regrouper. pour ce qui est de la fracture costale, tout à fait. Hein, c'est pas toujours aussi simple que dans les livres, mais voilà, ça, là, le petit A, c'est une fracture costale. Voilà, le petit A, c'est une fracture costale. Donc, oui, la fracture costale, on peut la voir en échographie. C'est d'ailleurs plus intéressant de réaliser ça que d'irradier son patient dans tous les sens en faisant des clichés à la recherche d'un petit décroché cortical. Donc, oui, pour l'échographie au niveau de la paroi thoracique. Pour ce qui est de l'échographie du muscle,
Alors, bien entendu, quand il y a une grosse lésion avec un gros hématome intramusculaire, on va le voir. Si ce sont souvent, ce sont des petites décollements myo-aponévrotiques, des petites distensions myo-aponévrotiques. Et là, il faut vraiment connaître l'écho-anatomie musculaire sur le bout des doigts pour savoir qu'il y a une lésion. Et c'est vrai que c'est pas rare que des patients viennent me voir en disant j'ai une échographie qui était normale. Ben non, finalement, il y avait quelque chose, mais on n'a pas su le voir. Voilà, donc on ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît. Mais oui, on peut voir, on voit très bien les pathologies musculaires, mais pour le coup, il faut être entraîné pour pouvoir les dépister. Concernant le mollet, donc le tennis leg, on peut le voir facilement. On voit un décollement et un aspect en battant de cloche du gastrocnémien médial sur le solaire. Et ça, effectivement, c'est très facile de retrouver cette lésion en échographie. Ça aussi, ça s'apprend simplement. Puis comme c'est assez fréquent, on peut se faire la main rapidement. Et concernant le tendon d'Achille, je ne vous conseille pas d'utiliser forcément l'échographie pour dépister cette lésion. L'examen clinique avec la manœuvre de Thompson est suffisante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lésion est en doigt de gant. Et là aussi, il faut avoir l'œil pour reconnaître cette lésion en échographie. Et souvent, les échographistes qui ne réalisent pas d'études dynamiques passent à côté de la lésion parce que la lésion est en doigt de gant. Donc, comme on fait une coupe, imaginez des doigts les uns dans les autres. Si on fait une coupe, on a l'impression que finalement, il y a des structures qui sont continues et en fait, pas du tout, tout est désinséré. Voilà, donc je vous conseille de réaliser plutôt la manœuvre de Thompson dans un premier temps qui est très évocatrice pour la rupture totale du tendon d'Achille. Ok, bon, bah, c'est très clair. On a beaucoup de questions hein, ce soir, c'était un sujet très attendu. Par exemple, le docteur Gaillard, qui est de la belle ville de Saint-Gaudens, que je connais bien, pose la question, est-ce qu'on peut exclure un décollement épiphysaire du radius chez un enfant avec l'association clinique et écho? Est-ce qu'on peut exclure? Alors, c'est exclure totalement. Oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de douleur, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, s'il n'y a pas de douleur au niveau de la FISE et qu'on n'a pas d'anomalie échographique, effectivement, on peut exclure la pathologie traumatique, enfin fracturaire. Et si on a une douleur au niveau on regarde la FISE, on peut s'aider de l'échographie pour éventuellement rechercher un petit décollement sous périosté. Hein, c'est des images très jolies. On voit vraiment le décollement du périoste par un petit hématome. Si on met du Doppler, on a une petite hyperémie en mode Doppler énergie, alors qu'à la radiographie, on ne voit rien. Hein, donc, effectivement, et puis des fois, on voit des petites avulsions osseuses. C'est très fréquent qu'on voit en échographie de petites avulsions osseuses qui ne sont pas visibles en radiographie parce que c'est vraiment des petites écailles et on est beaucoup plus discriminant chez l'enfant grâce à l'utilisation de l'échographe. Ok, super. Alors, le docteur Roussel, qui est aussi du Sud-Ouest, demande sur quels critères échographiques vous posez une indication d'évacuation d'un hématome post-traumatique. Il faut enfin, s'il est sous tension, si l'hématome est sous tension, il faut le vider. Alors notamment, moi je pense notamment chez mes rugbyman qui ont des hématomes de cuisse. On sait que ces hématomes, si on les laisse, peuvent s'ossifier au contact du fémur. Et donc, je draine assez systématiquement les hématomes volumineux. Bien sûr, si c'est un petit hématome d'un centimètre d'un sur un, on ne va pas aller le ponctionner. Maintenant, si c'est un hématome qui est sous tension ou un hématome qui est volumineux, il faut aller le drainer. Ça, je pense que voilà, on gagne du temps en allant le drainer. Et puis, on va soulager le patient. Si c'est un hématome sous tension, souvent, moi, les gars, ils me disent, j'ai pas dormi de la nuit.
c'est pulsatile, ça fait mal, voilà. Et quand on met l'aiguille et qu'on vide cet hématome, voilà, beaucoup plus, bien sûr, pas les yeux fermés, hein, avec l'échographe, ça fait moins mal et c'est beaucoup plus simple. Ben, effectivement, là, on va tout de suite les soulager. Donc, voilà, c'est à la fois la clinique et puis la taille et puis la mise en tension ou pas de, ce, de cette masse anéchogène. Alors, le docteur Gushing demande combien il faut avoir de sondes pour un appareil type Ulight. Alors, d'expérience, chez Sloan Scanner, on dirait au moins deux, c'est-à-dire une sonde abdominale et une sonde superficielle. Mais alors, je ne sais pas si vous confirmez ou ça va dépendre. Pour l'appareil ostéo-articulaire, il en faut qu'une, hein, il faut une sonde linéaire, voilà, à haute fréquence, hein, elle est suffisante. Alors, si on veut se mettre à faire des petites infiltrations de doigts ou de chevilles, ben, si on a un club de golf, c'est encore mieux. Mais sur l'Oolight, ce qui est intéressant, c'est que la sonde a vraiment la sonde linéaire normale a une faible empreinte et permet aisément de passer partout et de réaliser des gestes sous contrôle échographique facilement. Donc, pour l'appareil ostéo-articulaire, une sonde linéaire plate, et après, pour le reste, effectivement, si on veut faire de l'abdomen, ben, il faudra une sonde convexe. Mais voilà. Alors, est-il facile de voir le rhume de hanche chez l'enfant en écho? Facile, non, mais si vous en faites souvent, ça deviendra plus aisé. Alors, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent, hein. C'est sûr que si vous ne faites pas beaucoup d'écho de hanche d'enfant, ça risque d'être parfois un peu compliqué. Mais quand on a l'habitude, alors l'avantage de l'enfant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de masse graisseuse et qu'on arrive quand même très facilement à avoir la corticale osseuse et la capsule articulaire. Donc, effectivement, c'est quand même plus facile de rechercher un épanchement chez un enfant que chez un adulte obèse, mais ça nécessite quand même un petit peu d'expérience. Voilà, c'est ni compliqué ni simple. Il faut en faire souvent pour être à l'aise et pour avoir l'œil. Maintenant, quand il y a une belle synovite, on le voit facilement. Et l'avantage de l'échographie, c'est qu'on peut bien sûr comparer, hein, c'est-à-dire qu'on peut aller comparer du côté contralatéral, puis revenir, et puis recomparer, et puis revenir. Donc, ces allers-retours permettent déjà de se faire l'œil et puis de voir effectivement s'il y a un épanchement ou pas. Donc, le gros intérêt de l'échographie, c'est qu'il est possible de comparer avec le côté sain. Donc ça aide beaucoup pour pouvoir savoir si l'image qu'on voit est pathologique ou non. Oui, oui, tout à fait. Alors, peut-être deux dernières petites questions. De docteur Pauline Benoît, qui vous demande si, en tant que médecin du sport, vous faites toutes les coupes standards requises pour l'échographie de la cheville, par exemple, en analysant toutes les structures, ou vous vous intéressez uniquement à la structure douloureuse? Alors non, quand je réalise une échographie, je réalise une échographie de cheville. Voilà, donc il faut faire toutes les coupes, effectivement. Souvent, les gens me disent, mais c'est pas là que j'ai mal. Oui, mais voilà, on fait l'ensemble et parfois même on finit par la structure qui est douloureuse. Voilà. Sinon, on peut passer à côté de lésions associées. Parce que la plupart des pièges en traumatologie ostéo-articulaire, ce sont les lésions associées, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une lésion ligamentaire, mais aussi une petite fracture associée du cuboïde, associée à votre entorse du ligament tibiofibulaire, tibio, tibiofibulaire. Voilà, donc il faut vraiment faire un examen complet, il faut être exhaustif. Enfin, moi, je le suis en tout cas lorsqu'on fait un examen spécialisé. Oui, il faut regarder l'ensemble de la cheville, l'ensemble des principaux ligaments, l'ensemble des structures osseuses. On peut facilement regarder le cinquième méta. Voilà, il faut balayer l'ensemble de la cheville parce que, voilà, je répète,
les principaux pièges en traumatologie ostéo-articulaire, ils viennent dans la présence de lésions associées. Ok. Alors, une question très pratique du docteur Descordes à Annecy qui demande quel matériel de protection vous utilisez quand vous faites des ponctions, des Ouais, infiltrations éco-guidées. ouais. Alors, la diapo que je vous ai montrée, là, elle est vieille. Maintenant, j'utilise toujours des protections de sonde, hein. Ce sont comme des gros préservatifs là, qu'on met sur la sonde et qui sont stériles, avec du gel stérile. Voilà, et moi, j'en mets tout le temps. Voilà. Et Il- vous avez une référence, et on pourra passer éventuellement une référence au docteur Descordes Absolument, oui, oui, bien sûr. qui utilise son T-Light pour les éco-guidés. Et Ok. voilà, je pense on voit plein de choses, mais voilà, je pense que l'arthrite septique, c'est quand même bête quand ça arrive, hein. Et je pense que quand ça arrive, c'est souvent, c'est qu'on n'a pas réalisé toutes les mesures barrières, on appelle ça maintenant, c'est à la mode. Donc voilà, il faut vraiment se mettre dans des conditions d'hygiène strictes et protéger sa sonde. Et en plus, on protège sa sonde. C'est-à-dire que si votre sonde est en contact avec la bétadine, c'est pas non plus forcément fait pour. Donc voilà, on protège le patient, on protège la sonde et comme ça, tout se passe bien. Parfait. Alors peut-être juste une dernière, je sais que j'avais dit deux, mais j'abuse de votre temps, du docteur Schwarby. L'échographie musculaire, notamment de la coiffe, permet-elle d'apprécier une amyotrophie? Et quel est l'intérêt de l'écho dans l'étude méniscale? Alors, concernant la coiffe, effectivement, il est intéressant d'aller regarder dans les fosses supraépineuses euh, le- l'aspect musculaire, hein, notamment qu'on a une rupture chronique de tendon, parce que ça peut aider le chirurgien à savoir si cette rupture est ancienne ou pas. En cas d'involution graisseuse, hein, cette rupture pourra être ancienne et pourra indiquer ou contre-indiquer ou changer de méthode pour la prise en charge chirurgicale. Et concernant l'étude du ménisque au niveau du genou, oui, c'est intéressant. J'en ai encore vu deux ce matin, des kystes méniscaux, hein, voilà, les kystes méniscaux, ça arrive. Hein, donc, il m'arrive de les ponctionner, de les infiltrer. On peut avoir aussi des périménicytes, hein, ou des petites inflammations périméniscales. Voilà. Et puis, ce qu'on a le plus fréquemment, c'est des signes indirects d'arthrose avec des extrusions méniscales qui viennent sur des plateaux tibiaux qui sont un peu déformés. Et notamment dans les arthroses débutantes, on voit presque mieux l'arthrose débutante parfois en échographie que sur les radiographies standards, notamment si on n'a pas de choux sur la radiographie standard. Donc voilà, l'échographie est utile pour étudier les structures méniscales et nous aide bien entendu à venir infiltrer à ce niveau si besoin. Ok. Bon, bah, c'est très clair. Alors, il y a encore quelques questions, mais je pense on va se donner rendez-vous tous au 18 juin, puisque nous avons un deuxième webinaire d'organiser à cette date-là, autour de la cheville. Oui, Voilà, on sera ravis de vous retrouver à cette occasion. Toute l'équipe de Docteur Tourdias, toute l'équipe de Sonoscanner et tous les participants vous remercient énormément de ce brillant exposé. merci C'était, à vous. comme vous le voyez, vraiment très attendu et qui, j'en suis sûr, va faire beaucoup de vues sur YouTube. Donc, merci beaucoup. Toute l'équipe Sonoscanner est à votre disposition si vous n'êtes pas encore équipé, hein, pour que vous puissiez pratiquer et visualiser en cabinet des écharpes, des fractures, tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui et profiter de l'offre des French Days et du coupon spécial pour les sondes dont on a parlé, là, les sondes de haute fréquence MSK. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit Madame Berdichevski, soit moi-même, soit votre ingénieur commercial de référence. On est là pour vous aider.
Merci à tous. Passez une très bonne soirée et je serai ravi de vous retrouver dans 2 semaines.